La petite cuisine là, la cuisine simplement, comment je peux concevoir une cuisine qui soit encore plus performante. Aujourd'hui, M. Mouka dit, bah oui, je parle de la cuisine tchikoukou, la cuisine africaine. Notre façon de préparer n'est pas la façon de préparer de l'occidental. Nous travaillons sur la braise. Notre cuisine se fait le plus souvent à l'extérieur, sur la braise et tout. Mais comment nous pouvons intégrer ça, nous, architectes, dans le bâtiment, de telle sorte que nous puissions avoir ces mêmes conforts, que je prépare mon pondo à l'aise dans ma cuisine, sans que cela dérange les personnes qui sont assises. J'ai vécu il n'y a pas longtemps dans une maison avec la cuisine soi-disant américaine, mais ce n'est pas confortable pour nous. Avec notre façon de préparer nos mets que nous préparons, ce n'est pas toujours confortable. Comment nous pouvons faire pour arriver à retravailler, à remodeler un peu, je dirais, notre environnement pour être un bon architecte? Après avoir terminé ses études, il faut se mettre à côté d'un maître. Il faut se mettre à côté d'un chevronné qui va vous apprendre vraiment la profession d'architecte. Et moi, je l'ai appris auprès de M. Perazone, où nous étions, c'était un grand bureau d'études. C'était le plus grand bureau en ce temps-là. Sortant du banc de l'école, se retrouver directement sur les chantiers en train de faire ce... Non, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses, des erreurs qu'on commet et parfois qui peuvent être préjudiciables même à l'œuvre, même au maître de l'ouvrage. Je pense que c'est pas très bon. Quelque chose que je rêverais de faire, c'est de construire une maison avec des matériaux qui permettent réellement d'obtenir le confort thermique nécessaire, c'est-à-dire la brique cuite. Ça, c'est un rêve que j'ai, que je puisse avoir un client qui accepte que je lui fasse un projet comme ça, avec les matériaux, avec la brique cuite, avec des tuiles. Et il verrait la différence entre cette maison-là et la maison construite en parpaing, telle que nous les utilisons actuellement, où on a des difficultés à obtenir un confort thermique adéquat. Peuple de la magie de l'espace en architecture, bonjour, bonsoir depuis votre position. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le bienvenu au rendez-vous du savoir chez Cara Architecte. Je suis Karine Essambo, je suis architecte et présentatrice de l'émission La magie de l'espace en architecture. Aujourd'hui, on va explorer avec une architecte, une enseignante depuis plusieurs années, avec elle, on va briser les stéréotypes et aussi éclaircir la lanterne sur différents aspects concernant l'architecture, concernant l'art en général. Alors, sans plus tarder, je vous la présente. Bonjour, architecte Jeannette. Bonjour, madame. Bienvenue chez Cara Architecte. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, madame. Merci, madame Essambo. D'accord, nous sommes très heureuses de vous recevoir. Votre venue ici, c'était beaucoup plus de personnes, des architectes, des apprenants, qui m'ont fait quand même pression en disant, nous voulons voir Madame Kayembe nous parler de son parcours et aussi comment elle est parvenue à être architecte et aussi enseignante depuis plusieurs années. S'il vous plaît. Ok, merci Madame Karine. C'est tout un parcours, c'est toute une vie que vous êtes en train de me demander de présenter là. Exactement. Bon, il se fait que j'ai... Bon, je ne sais pas par où commencer. Il se fait que j'ai eu un père qui était diplomate et nous nous sommes retrouvés en poste diplomatique à Accra, au Ghana. C'est au Ghana que j'ai découvert l'architecture. J'étais encore élève, j'étais encore au niveau des humanités, mais j'ai vu des constructions qui n'avaient rien à voir avec ce que je voyais à Kinshasa. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, waouh, comment ils arrivent à faire des choses, c'est extraordinaire, des belles maisons, des maisons... C'est vrai, le même programme, chambre, salon, cuisine, mais très bien conçu, très bien intégré dans l'environnement et tout. Ça a réveillé un peu
je crois, ce côté architecture, bien que je n'avais pas encore mis le nom architecture sur ça. On est revenu au pays, j'ai commencé l'université. Avant l'université, dans mes études secondaires, j'aimais beaucoup les dessins scientifiques. En tout cas, le dessin, j'ai fait la section scientifique. Les dessins scientifiques, j'étais comme l'assistant du prof. J'aimais beaucoup et j'expliquais ça. Alors, mais il y a une amie, quand je suis arrivée, quand on est revenu ici, mon père voulait que je fasse la médecine. Il voulait que je monte au campus, que je fasse la médecine. Mais il y a une amie qui était avec moi aux humanités, là, qui me disait, mais toi, tu aimes beaucoup, toi, tu es bien pour le côté scientifique, dessin technique, les mathématiques. Pourquoi tu vas aller au campus? Viens à l'IBTP, parce qu'elle était déjà à l'IBTP. Elle m'a invité, viens à l'IBTP, il y a l'architecture, toi, tu aimes bien dessiner et tout. Je me dis, tiens, c'est vrai, l'architecture, ça m'a rappelé ce que j'avais vu à Accra. Okay. Christine, elle s'appelle Christine Chibobois. Elle était en préparatoire. Et puis, je suis arrivée. Elle devait passer en première. Elle a choisi l'architecture. Je suis aussi venue. J'ai pris inscription. Finalement, mon père, je l'ai convaincu. J'ai pris inscription en architecture. Et là, moi, je suis entrée directement en première. Je n'ai pas fait la préparatoire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en préparatoire. Mais, entre parenthèses, je veux dire que j'ai quand même fait une année de médecine. Tellement mon père insistait. J'ai fait une année de médecine. C'est un médecin? Non, il n'est pas médecin, mais il souhaitait avoir un médecin en famille. Okay. Et il estimait que j'avais le bagage pour faire ça. Mais il se fait que dans cette année de médecine que j'ai fait entre-temps, donc entre les humanités et la première architecture, j'ai fait une année de médecine. Mais c'était le chaos. Je crois que je suis sortie peut-être avec 32%. Je n'aimais pas du tout, je ne me retrouvais pas. Les histoires, la matière à bloquer, à retenir, parce que la médecine, c'est ça. En tout cas, je n'étais vraiment pas dans mon élément. Et vraiment, j'ai échoué avec brio. Ce qui fait que l'année suivante, j'ai pris inscription en architecture. Et là, je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau. Je faisais ce que j'aimais. J'aimais le dessin, bien sûr, il y a eu des difficultés au début avec certains profs que nous avons eus en première année, mais en tout cas, dans l'ensemble, j'étais vraiment dans mon élément et vraiment, je me suis retrouvée. Alors, nous pouvons conclure que c'était Accra qui fut votre source d'inspiration. Voilà ce que j'avais vu comme œuvre architecturale. À mon niveau d'élèves de niveau des secondaires, je n'avais pas une analyse aussi critique qu'aujourd'hui. Okay. Mais je voyais quand même qu'ils produisaient des œuvres différentes de ce que nous avions chez nous ici au Congo. Malgré les gens qui avaient beaucoup d'argent, mais ils ne construisaient pas une belle architecture. On n'avait pas le souci de faire le beau. Et là, j'ai trouvé des œuvres architecturales. C'est ça qui m'a donné un peu le déclic. C'est ce qui m'étonne un peu parce que je me dis, dans ces mondes remplis de modernisme, vous trouvez dans une ville où on n'apprécie pas le modernisme. Alors, y a-t-il des architectes ou soit des courants qui vous influencent le plus dans votre parcours, où vous dites que voilà, moi je suis de tels courants en connaissance des causes? Oui, et vous savez, je vais peut-être parler de quelque chose que les gens vont peut-être décrier. Moi, quand j'ai terminé mes études d'architecture, j'ai commencé chez mes professeurs architectes. Il y en a 2 qui m'ont sollicité, qui m'ont demandé de travailler avec eux dans leur bureau d'études. M. Moukadi Mbaye, le père de notre jeune architecte Moukadi Maweja, et puis l'architecte Lieke Mopia, qui n'est plus non plus, qui m'avait sollicité. Mais après ce temps-là, je me suis retrouvée dans un bureau d'études chez M. Perazone. C'était un Italien naturalisé français qui était installé ici au Congo. Et je dirais que c'est pratiquement là-bas que j'ai appris l'architecture. C'est vrai, sur le banc de l'école, on nous apprend les rudiments, on nous apprend les fondamentaux de l'architecture. Mais l'exercice de la profession d'architecte, c'est chez Perazone que j'ai appris.
Parce que, Alors, je souligne pour les étudiants qui nous suivent que tout ne s'apprend pas sur le banc de l'école. ouais, exact. Les bancs de l'école nous donnent plus des préliminaires. Voilà. Alors, nous, allons-y à la quête du savoir. C'est dans des bureaux d'études, dans des chantiers, que nous allons vraiment approfondir ces métiers. Exactement. Je pense que pour être un bon architecte, après avoir terminé ses études, il faut se mettre à côté d'un maître. Il faut se mettre à côté d'un chevronné qui va vous apprendre vraiment la profession d'architecte. Et moi, je l'ai appris auprès de M. Perazone, où nous étions, c'était un grand bureau d'études. C'était le plus grand bureau en ce temps-là, dans la ville, même pas dans le pays, parce que c'était le plus grand bureau. Et nous étions à 6 architectes là-bas. Et là, on a appris les rudiments, on a appris exactement l'architecture. On a appris comment composer, comment rendre un projet comment recevable du maître de l'ouvrage. Et chez M. Perazone, quand nous avions des projets internes, on travaillait. Il y avait des périodes où il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de travaux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait des vieilles constructions abandonnées, les maisons inachevées, et nous, on donnait une seconde vie à ces maisons-là. Et avant que le projet ne soit terminé, on avait plein de demandes, des gens qui venaient pour demander à acheter, à occuper, à louer, parce que ça donnait déjà un aspect très attrayant, très beau. Et c'est un peu ce que je peux dire. Le conseil que je peux donner à nos jeunes architectes, c'est de ne pas, en sortant du banc de l'école, se retrouver directement sur les chantiers en train de faire ce... Non, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses, des erreurs qu'on commet et parfois qui peuvent être préjudiciables même à l'œuvre, même au maître de l'ouvrage. Je pense que c'est pas très bon. Parlez-nous de vos projets en général. Ouais. Je parlerai du premier projet que j'ai eu à réaliser en tant qu'architecte. J'étais en 4e architecture. J'ai une dame, une amie, qui est médecin aujourd'hui. C'est la première femme à thèse au campus ici, Madame Berthe Zinga. Elle habite d'ailleurs dans les environs ici. Et c'est son mari qui est venu me solliciter. Il a dit à sa femme, mais pourquoi? Ils ont acheté un terrain ici à Riguini. Et puis il a dit à sa femme, mais pourquoi tu vas aller chercher un architecte alors que tu as une architecte, ton ami architecte à côté de toi? Ils sont venus me chercher à l'institut. J'étais en 4e année. Ils m'ont présenté leur programme, tout ce qu'ils voulaient, m'ont présenté le terrain. Et c'est la première maison que j'ai réalisée. Et je suis très heureuse parce que cette maison, jusqu'à aujourd'hui, ils habitent cette maison ici à Riguini. C'était une maison, la maison d'un médecin en fait. Comme elle est médecin, le programme c'était de faire une maison qui soit en même temps cabinet d'architecture et maison d'habitation. C'est un peu le projet qu'on donne en première année architecture. La maison du médecin, la maison de l'avocat, la maison... Donc, combiner un peu les fonctions professionnelles avec les logements. Et j'avais fait ce projet-là. En tout cas, ils ont apprécié. Ça a été réalisé. Jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils l'occupent. Et ça me fait toujours beaucoup de joie quand j'arrive dans cette maison-là. Alors, quelle est votre particularité? Qu'est-ce qui rend ces projets spéciaux dans tout ce que vous avez fait comme projet dans votre vie? Personnellement, j'ai toujours aimé travailler dans la simplicité. Personnellement, je n'aime pas... J'ai des problèmes avec mon fils qui est aussi architecte. Quand on discute un peu, les projets trop complexes, on parle de recherche, mais moi je trouve que quand ça c'est trop compliqué, personnellement je ne me retrouve pas. J'aime les formes simples, j'aime travailler dans le carré, dans le rectangle, dans des éléments simples, mais dans cette simplicité, je mets le fonctionnel, l'essentiel, que ça fonctionne et que je me retrouve dans un volume dans lequel je crée aussi, comment je dirais, je joue sur la climatologie de telle sorte que
que ça soit bien ventilé, bien aéré, la personne se trouve à l'aise. Ça, c'est ce que j'aime. Quelque chose que je rêverais de faire, c'est de construire une maison avec des matériaux qui permettent réellement d'obtenir le confort thermique nécessaire, c'est-à-dire la brique cuite. Ça, c'est un rêve que j'ai, que je puisse avoir un client qui accepte que je lui fasse un projet comme ça, avec les matériaux, avec la brique cuite, avec des tuiles. Et il verrait la différence entre cette maison-là et la maison construite en parpaing, telle que nous les utilisons actuellement, où on a des difficultés à obtenir un confort thermique adéquat. C'est un peu ça. Alors, j'ai répondu à la question qui dit, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours? Oui, bien sûr, tellement. Je peux dire ceci. En tout cas, sur le plan académique, nous avons commencé l'architecture en première année, nous étions 6 filles. Nous avons terminé à 2. Dernière promotion, en dernière année, nous étions à 2. Sur une promotion de 13, nous avons terminé à 13. Sur les 13, nous étions 2 filles. Sur le plan académique, avec mes enseignants, il y a 1 ou 2 avec lesquels j'ai pu avoir quelques petites difficultés. Mais en général, ils croyaient en nous. Et je pourrais dire que nos enseignants nous encourageaient au contraire. Ils nous boostaient. Il ne faut pas croire que vous êtes inférieur aux hommes, vous êtes capable de le faire, il faut le faire. En tout cas, ils nous encourageaient, ils nous stimulaient et tout. Mais ce qu'ils exigeaient, c'est que nous travaillions. Ils voulaient travailler. Parce que nous, on a étudié, nous étudions sur place. Nos projets d'architecture, nous les faisions dans l'atelier. On ne les faisait pas à la maison. Chacun avait sa table, tu traces. Quand tu es fatigué, tu couvres tes planches, tu rentres à la maison. Tu laisses tes planches là, dans l'atelier. Ce qui fait qu'on pouvait suivre chacun et savoir s'il est fort, s'il est faible, dans quel domaine il est fort. C'était facile de nous suivre. À part que quelques-uns nous ont causé des petits problèmes. Je pourrais donner une petite anecdote. J'ai eu des difficultés, c'est en 4e année, avec, curieusement, une dame qui était architecte, qui était notre titulaire, Madame Karbala, qui était titulaire de l'architecture 4e. C'est elle, au contraire, qui m'a fait sentir que je ne pouvais pas être architecte, curieusement. Alors qu'avec les hommes, ça passait. Bon, mais après, je suis quand même passée, et puis ça a été. Après, on s'est retrouvés, ça a été quand même. Mais je pense que vous êtes les porte-bonheur pour les filles d'aujourd'hui en architecture. Non, je pourrais. C'est pas je ne pense pas que c'est ce que les jeunes filles disent. En général, tout le monde dit que je suis dure, je suis très dure, je suis très. Mais je pense que je le fais avec raison. Avec raison. Et je le fais sciemment. Je ne veux pas que les filles, que ce soit plus facile pour elles, qu'elles imaginent que c'est plus facile pour elles que pour les garçons. Je voudrais les mettre sur le même pied d'égalité, les traiter de la même façon. Je sais que ça paraît, ça me donne cette image de Margaret Thatcher, la dame dure, la dame forte, mais je pense que c'est nécessaire. Dans cet environnement-là, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que nos filles, la plupart des jeunes filles, font faire leurs travaux par les hommes, par les garçons. Et c'est ce que je leur dis. En faisant ça, c'est lui que vous formez. Lui, il fait 2 travaux. C'est-à-dire que lui, il fait deux fois l'exercice, alors que vous n'avez rien fait. Et c'est lui qui devient performant à votre détriment. Et ça me désole toujours. On est là pour apprendre. On est autant capable de le faire comme lui le fait. Et je pense qu'il faut une certaine rigueur. Et je reste dans cette rigueur. Pas pour les faire échouer, mais pour les faire réussir. Comment percevez-vous l'évolution de l'architecture sur le plan mondial? Sur le plan mondial, l'architecture évolue. Il y a un grand, je ne parle pas de réveil, mais avec les matériaux de construction qui sont de plus en plus performants, ça permet aux architectes de faire des choses
extraordinaire qui ne se faisait pas il y a quelques années. Quand nous étudions, on nous donnait une certaine limite. Un porte-à-faux ne peut pas dépasser 3 mètres, ne peut pas dépasser autant. Mais aujourd'hui, on a des porte-à-faux qui atteignent des dimensions extraordinaires. Moi, je pense que l'architecture est en pleine expansion et on peut faire encore des choses encore plus extraordinaires. Bien que, je me dis toujours, il faut revenir aussi aux matériaux de base, basiques. Hein, ici, chez nous, nos grands-parents construisaient en pisé, construisaient en argile. Il ne faut pas abandonner complètement ça. Alors, quelle est votre vision de l'architecture africaine? Oui. Vous savez, à ce niveau-là, je vous parlerai de Francis Kéré. Cet homme qui, étudiant à l'extérieur du pays, est rentré au pays pour valoriser les matériaux locaux. Je pense que c'est ça la démarche que nous, architectes africains, architectes congolais, ou architectes même d'ailleurs, devraient faire. On devrait essayer de retravailler nos matériaux qui peuvent nous permettre aussi de faire des grandes choses dans le domaine de l'architecture. Alors, les principaux défis et opportunités qui se présentent aux architectes d'aujourd'hui en République démocratique du Congo, comment vous les percevez? Alors, pour le moment, je pense que les architectes au Congo, le politique doit nous accompagner. Le politique doit comprendre, doit intérioriser l'architecte congolais dans ses maillons, dans ses rouages pour que les choses puissent changer, pour que nous puissions avoir aussi des belles villes. On parle de l'architecture de la ville, mais quelle est l'architecture de notre ville, de la ville de Kinshasa, de la ville de Lubumbashi, de la ville de Kolwezi? Nous devons, et ça c'est avec le politique qui peut nous permettre de travailler, d'intégrer les architectes avec leurs compétences pour pouvoir valoriser nos villes. Alors, mais vous avez des projets d'avenir avec l'architecture? Bon, moi, oui, j'ai des projets d'avenir. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Ne pas en parler ici. J'ai des projets, bien sûr. Et comme je vous ai dit, j'ai un fils qui est architecte. Et ensemble, et je pense que au niveau familial, mes enfants, ils ont toujours le projet, maman, vous ne devez pas rester un petit, tel que vous êtes là, vous devez arriver à vous ouvrir aussi, à former quelque chose, à faire quelque chose. Bon, je préfère ne pas trop entrer dans les détails. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes architectes qui veulent s'élancer dans l'architecture, ceux qui sont dans l'architecture et aussi les architectes dans la profession? Aux jeunes élèves, aux jeunes des humanités qui aimeraient faire l'architecture, moi je les encourage. Si ils se sentent capables, bien sûr, l'architecture demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Les études d'architecture, ce sont des études ailleurs, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, élitistes. Ce n'est pas n'importe qui fait l'architecture. Donc, quand vous décidez de faire l'architecture, il faut avoir cette volonté. Et puis, il faut être aussi un peu artiste. Un architecte, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui doit faire rêver le maître de l'ouvrage. Il faut qu'on sente la différence entre l'œuvre d'un architecte et l'œuvre d'un maçon, d'un simple maçon. Il faut qu'on sente, c'est ce que je disais à mes étudiants encore cette semaine, il faut qu'on sente une différence. C'est peut-être le même programme, mais on doit sentir une certaine différence. Moi, je les encourage, ceux qui veulent faire l'architecture. Et ceux qui sont dans l'architecture, moi, je leur dis, ne soyez pas des constructeurs. Nous ne sommes pas entrepreneurs, tout le monde peut être entrepreneur. Mais nous ne sommes pas là pour rester seulement sur le chantier. Non, nous devons comment je dis, concevoir, c'est-à-dire faire des œuvres d'esprit, réfléchir. La petite cuisine là, la cuisine simplement. Comment je peux concevoir une cuisine qui soit encore plus performante. Aujourd'hui, M. Mouka dit, oui, je parle de la cuisine tchikoukou, la cuisine africaine. Notre façon de préparer n'est pas la façon de préparer de l'occidental. Nous travaillons sur la braise. Notre cuisine se fait le plus souvent à l'extérieur, sur la braise et tout. Mais comment nous pouvons intégrer ça, nous, architectes, dans le bâtiment,
de telle sorte que nous puissions avoir ces mêmes conforts, que je prépare mon pondo à l'aise dans ma cuisine sans que cela dérange les personnes qui sont assises. J'ai vécu il n'y a pas longtemps dans une maison avec la cuisine soi-disant américaine, mais ce n'est pas confortable pour nous. Avec notre façon de préparer nos mets que nous préparons, ce n'est pas toujours confortable. Comment nous pouvons faire pour arriver à retravailler, à remodeler un peu, je dirais, notre environnement. C'est pour cela qu'on parle de l'architecture vernaculaire. Voilà. Donc nous sommes dans une région, travaillons sur base de cette région. Voilà. Alors à chaque architecte, moi j'ai toujours dit, même aux étudiants, qu'il y a une certaine... c'est une mystification qu'on a toujours donnée à l'architecture. Pour faire l'architecture, il faut que tu aies deux têtes, par exemple. Il faut que tu sois, je ne sais pas comment, quand tu es en face d'un enfant qui veut justement faire l'architecture, il faut lui montrer les pour et les contre. C'est à l'enfant de décider de quoi, s'il doit s'embarquer ou soit il doit laisser. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, je vous ai réussi comme étant architecte et aussi femme. Okay. Mais je n'aime pas ces stéréotypes des victimisations, parce qu'on a justement dire voilà la femme, nous on est délaissés et tout. Moi j'ai toujours dit, si tu as ton projet, si tu sais ce que tu fais, va. On n'a pas mis les bâtons dans les roues. Va, montre-nous ce que tu as à faire et le monde va acclamer. Alors si on a cette manière de voir les choses, même dans l'enseignement, ça va marcher. Je suis très contente, vous avez vraiment éclairci votre manière de faire, manière de voir les choses, votre attitude à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Je suis votre étudiante. C'est comme ça qu'on vous voyait. On me dit, mais la dame, elle ne rit pas. Comment tu peux l'approcher? Donc, moi, je me disais que c'était la mieux placée pour faire des conférences. Inviter des femmes pour leur dire, non, voilà, si vous êtes ici, ne croyez pas que tout sera rose. Il faut quand même faire des efforts. Ne vous sentez pas complexé. Donc, vous êtes femme, vous êtes homme, c'est les muscles du cerveau qui travaillent. Donc, vous devez travailler, etc. Alors, si vous faites ça, ça sera très intéressant et ça va profiter pour plusieurs personnes. Parce qu'il y a aussi des femmes, des filles qui sont, intérieurement, elles sont abattues. Elles ont besoin de cette motivation-là venant de la femme. Et aussi, ce n'est pas mauvais. Alors, si, dans ce sens, vous pensez qu'il faut orienter des conférences, mais ce ne sont pas des conférences où on trouve que des femmes. Non, il y a aussi des hommes. Merci pour le conseil, pour la vie, c'est bon. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord d'encourager. Curieusement, quelques filles, malgré ça, se sont approchées de moi. Et ces jeunes filles-là... Elles ont brisé la barrière, en fait. Elles ont évolué. J'en ai une à Lubumbashi, Madame Sophia Zimbes, qui était venue, que j'ai encadrée en 3e, que j'ai encadrée en 5e, et qui était toute fière. Et jusqu'à aujourd'hui, on a gardé de très bons rapports. Bon, c'est dommage qu'il y en ait d'autres qui se soient arrêtés un peu... Je pense que vous pouvez quand même briser cette glace-là pour permettre à d'autres, parce que c'est pas toutes les filles qui ont cette morale-là d'enfronter. Il y a certaines qui se plient par elles-mêmes et se disent je ne peux pas, sinon la dame elle va prendre ça d'un mauvais côté et ça va me créer des problèmes dans mon cursus académique, etc. Or que la dame elle n'a pas de problème. Vous l'avez suivie elle-même, elle vous a étalé comment elle est. Elle est faite sûrement pour votre bien, pour que vous avanciez, pour que le développement soit en vous et aussi la confiance en soi. En soi, exactement. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. On va essayer de s'adapter. Mais ce que je n'aime pas, c'est ne pas être maman bonbon. Ça, non. Exactement. Ça, non. Je suis enseignante, je suis là pour vous former, je suis là pour vous apprendre, pour vous donner le peu que je connais. Donc, c'est dans ce sens-là, oui, tout à fait d'accord. Exactement. Merci. Alors, merci beaucoup, madame, encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de notre numéro. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, parce qu'ici, je vous ai réussi pour votre expérience. Ça, c'est personnellement vous. Alors, j'ai préféré vous inviter pour discuter de l'architecture en long et en large. Parce que nous avons besoin de gens qui nous parlent
qui toquent à nos portes pour nous dire, voilà ce qu'on peut faire. Donc, les profanes ont besoin d'attendre les professionnels parler. Alors, si on ne parle pas, on les laisse dans ces mélanges-là qui n'est pas bon. Nous sommes africains, voilà ce qu'on peut faire, les matériaux locaux. Francis Kéré les fait avec les conférences. Pourquoi ne pas adopter ça et mettre ça, que ce soit notre quotidien? Là, c'est ce que moi je dis. Je suis là comme présentatrice, la voix de sans voix. Ce sont les profanes qui pleurent, qui veulent vraiment savoir. Alors, ça serait intéressant que vous passiez encore, qu'on discute sur l'architecture en long et en large. D'accord. Avec merci. votre permission. Merci. Moi, je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Et bon, il n'y a pas de problème. On en parlera encore. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à demander ces numéros. Et voilà, nous avons vraiment concrétisé votre demande. Et je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui nous suivent dans la soirée. Bonne journée pour ceux qui vont nous suivre pendant la journée. Et à la prochaine, les vendredis à 21h15 avec le prochain numéro et l'invité par excellence aussi. Merci.